Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une grosse vidéo sur les Shishibukai. Dans cette vidéo on va tenter d'analyser les personnages qui ont été Shishibukai, voir les thèmes abordés à travers ces personnages, et théoriser sur ce qu'ils peuvent devenir. Avant de commencer, je tiens à t'inviter à liker pour soutenir le travail, et à venir me follow sur Twitch, on y fait des débats, des réactions live et plein d'autres choses. Sur ce, commençons. Dans l'univers de One Piece, plusieurs organisations sont présentes. Gouvernement mondial, mafia, pirates, yonkou, et j'en passe. Le gouvernement mondial a pour but de maintenir l'ordre dans le monde, ou plus précisément de maintenir l'ordre au sein de sa propre société, ainsi des différents royaumes affiliés à lui. Pour ce faire, le gouvernement mondial emploiera le bras armé de la justice, qui n'est autre que la marine. Celle-ci maintiendra l'ordre par l'annihilation et l'arrestation des criminels, plus précisément des pirates. Cependant, le gouvernement mondial emploiera la marine, mais aussi surprenant que ça puisse être, emploiera des pirates du nom de Shishibukai. Le corps des Shishibukai est composé de pirates ayant déjà fait leurs preuves et possédant une puissance prodigieuse. Ceux-ci sont habilités par le gouvernement mondial pour piller les autres navires, mais aussi dévaster les régions inexplorées en échange de leur immunité, comme mentionné par Yosaku dans le chapitre 69. Ils auront aussi pour rôle de répondre à l'appel du gouvernement mondial en cas de crise, comme l'éviction et le recrutement d'un nouveau membre, voire chapitre 234, mais aussi en cas de guerre, voire l'arc Marineford. De par cette alliance avec le gouvernement mondial, les Shishibukai sont vus d'un mauvais œil par les autres pirates, allant même à les appeler les chiens à la solde du gouvernement mondial. Les Shishibukai nous sont introduits très tôt dans l'aventure par le biais de Mihawk dans le chapitre 50. Avec ce personnage, on constate toute l'étendue de la puissance des Shishibukai. Par la suite, Oda nous insérera les Shishibukai de façon bien plus spectaculaire, en n'employant pas un seul et unique individu pour les symboliser, mais des organisations à part entière. Je pense notamment à Crocodile et son Baroque Wars, à Moria et son armée de zombies, à Jinbei et son lien avec l'île des hommes poissons, et aussi Barbe Blanche, à Doflamingo et son royaume de Dressrosa. Par ce procédé, Oda nous démontre la puissance et l'influence de cette organisation affiliée au gouvernement mondial. Mais aussi la puissance de ce corps et ainsi instaurer clairement un troisième pouvoir qui n'est autre que les Shishibukai. Ainsi Oda crée un équilibre entre trois forces, la marine, les yonkou, et aussi les Shishibukai, comme mentionné par Garp dans le chapitre 432. On comprendra par la suite que de nombreux critères sont à prendre en compte pour rejoindre le corps des Shishibukai. Mais dans tous les cas, les Shishibukai doivent être une menace pour les autres pirates, voire chapitre 700. À travers leur écriture, même si les Shishibukai sont affiliés au gouvernement mondial, il n'en reste pas moins des pirates. En effet, aussi bien avec les personnages de Crocodile et Doflamingo et leur coup d'état, mais aussi avec les personnages de Jinbei, Hancock et leur besoin de protéger leur peuple, on constate que si les pirates ont rejoint le gouvernement mondial, ce n'était pas par croyance, mais plutôt par intérêt. L'écriture des Shishibukai, pour ma part, est vraiment intelligente, car elle mêlera ambition personnelle, stratégie, politique et corruption. On pourra voir les Shishibukai à différentes positions dans la société de One Piece, souverains dans le cas de Doflamingo et Hancock, protecteurs de royaume dans le cas de Jinbei, espions dans le cas de Kuma, marginaux dans le cas de Mihawk, conspirateurs dans le cas de Moria et Crocodile, mais aussi dans la pègre, avec encore une fois Doflamingo. Par ce procédé, on peut voir toute l'influence des Shishibukai à travers le monde de One Piece, et on constate que leur action entraîne des répercussions. Ces acteurs jouent un rôle primordial dans l'histoire de One Piece, car ils influencent à plusieurs reprises l'aventure des Mugiwara. De par leur position, les Shishibukai sont constamment sollicités au sein de l'histoire, les rendant indispensables au bon fonctionnement de l'aventure, contrairement aux yonkou qui sont insérés bien plus tard dans l'aventure. Le seul yonkou qui, pour moi, représentait la véritable influence et le pouvoir d'un yonkou était Barbe Blanche. Contrairement aux Shishibukai qui ont tous un objectif bien défini et qui mettent en place tous les moyens en leur possession, alliances, contrebande, mensonges, corruption et plein d'autres pour y parvenir, les yonkou, quant à eux, ont des choix aléatoires qui ne reflètent pas forcément l'envergure et l'influence de leur statut. À présent, je vous laisse en compagnie de mes Nakama qui vous parleront un peu plus précisément des Shishibukai. Kuma, grand, imposant même,
une allure très mystérieuse, se promenant avec une bible à la main. Qui est ce Shichibukai dont on aimerait en savoir davantage? Analyse. Selon Perona, Bartholomew Kuma était un ancien pirate sanguinaire et très violent qui lui a valu le surnom de Kuma le Tyran, une description qui tranche radicalement avec son attitude notamment lors de ses 2 premières apparitions, à l'arc Thriller Bark où il était le second antagoniste et où on se demandait si ce n'était pas la fin des Mugiwara après son apparition. Bien heureusement, le second de l'équipage des Mugiwara a agi en tant que tel, en protégeant les siens grâce à un pacte fait avec Kuma, ce qui nous a valu, par ailleurs, une des scènes les plus badass de l'œuvre. La seconde apparition fut sur l'arc Sabondi, où il crée la peur et le désespoir chez les Mugiwara, en les faisant disparaître, les laissant pour morts. Or, la réalité étant tout autre, car il les a sauvés d'une mort certaine. Mais pourquoi? Il faut savoir que Bartholomew Kuma a également fait partie des révolutionnaires en travaillant étroitement avec Dragon et Ivankov. De ce fait, on pourrait croire qu'il fut au courant de la relation entre Dragon et Luffy par ce dernier. Mais est-ce vraiment le cas? Un cyborg, tout simplement, perdant petit à petit son esprit humain, ne sachant ni penser ni parler. Serait-ce un moyen de sa part de se faire accepter d'autrui, lui qui a toujours été solitaire? Mais cela ne vous rappelle pas quelque chose? Connaissez-vous l'histoire de Frankenstein? Et si Kuma était le symbole du rejet? Pour ceux qui ne le savent pas, le monstre de Frankenstein était une créature créée de toutes pièces par le professeur. Malheureusement, et ce pour plusieurs raisons, il fut abandonné par ce même professeur. Se sentant rejeté, il chercha de quoi s'accrocher à la vie, notamment à vivre comme un humain. Cependant, rejeté encore et encore, il finit par craquer et décida d'assassiner bon nombre de personnes et de traquer le professeur qui le créa pour se venger. De nombreuses similitudes sont observées, et le point commun est le rejet des autres. D'ailleurs, le pouvoir de Kuma est basé sur le rejet, le fait de repousser à n'importe quelle distance les objets, les êtres vivants, les émotions, douleur, etc. Étant condamné à être seul en étant agent double, il se sacrifie continuellement jusqu'à en perdre la raison pour ceux qui l'apprécient, au point même de devenir aujourd'hui un esclave des nobles de Marijoa. De là, 2 possibilités pour cet homme. Soit une fin de vie triste se terminant en tant qu'esclave du gouvernement mondial, vers une mort certaine, ou se faire sauver par ses compagnons révolutionnaires lors de la rêverie et se battre afin de se venger de manière tyrannique. Don Quichotte Doflamingo est l'un des personnages les plus intéressants de One Piece. Né Tenryubito, il a grandi dans l'opulence, mais son père ayant renié ce statut de noble et ses privilèges qui ne lui plaisaient pas, il fut contraint d'aller vivre hors de Marijoa avec le peuple. Descendre, comme Doflamingo le dit au chapitre 760, dans le taudis qu'est ce monde. Mais l'accueil qui leur a été fait n'est pas celui qu'ils attendaient. Le peuple de ce monde s'est vengé sur cette famille de Tenryubito pour le mal que les autres nobles mondiaux ont fait. C'est comme ça que Doflamingo et sa famille se sont retrouvés à la rue, et ont subi une déchéance sociale qui a conduit à la mort de sa mère, et à ce qu'il tue son père pour apporter sa tête aux autres nobles mondiaux afin de pouvoir vivre de nouveau avec eux. Chose qu'ils ont refusée, scellant pour toujours son ostracisation. C'est pourquoi depuis ce jour-là, il s'est juré d'anéantir ce monde, sur lequel les nobles mondiaux régnaient. Les thèmes que véhicule ce personnage sont assez nombreux. On peut parler de la folie, Doflamingo se fait appeler Joker et tout comme ce dernier, il n'hésite pas à s'en prendre aux innocents. Doflamingo n'hésite pas à vouloir détruire ce monde, rempli de gens qui ne lui ont rien fait pour assouvir sa vengeance. Pendant la dernière partie de l'arc Dressrosa, il voulait même tuer tous les habitants de son île, jusqu'au dernier, et annihiler ce peuple qu'il dirigeait et manipulait depuis 10 ans. Son désir de manipulation, de contrôle des autres et sa cupidité qui vient de son vécu l'ont amené à plusieurs conclusions. La première étant qu'il doit détruire ce monde sur lequel règnent les Tenryubito. La seconde est que sa lignée est une chose dont il reste fier malgré le fait qu'il déteste les autres Tenryubito. La troisième est qu'il déteste ceux qui ne sont pas Tenryubito aussi, à quelques exceptions près. Il se considère comme étant un Tenryubito et se pense toujours supérieur aux autres de par sa lignée. Et de par les lignées existantes, il considère que ceux qui n'ont pas des ancêtres de la noblesse mondiale sont des déchets uniquement dignes de son contrôle, comme il le dit lui-même. La manipulation est l'un des plus gros thèmes que véhicule ce personnage. Personnage qui n'avait aucun pouvoir, et qui fut traîné de force hors de Marijoa, sans avoir le choix.
car quelqu'un d'autre l'y a contraint, son père. Donc techniquement lui aussi a été manipulé, car on l'a obligé à faire quelque chose contre son gré. Et en devenant un manipulateur, il prend une revanche sur ça. À travers la manipulation, on voit que Doflamingo fait honneur au personnage qui l'a inspiré, à savoir Don Quichotte. Don Quichotte est un personnage issu du roman de Miguel de Cervantes. C'est un personnage idéaliste et bon qui parcourt l'Espagne sur son cheval Rocinante afin de protéger les opprimés et combattre les injustices. Doflamingo fait honneur à ce personnage car c'est l'image qu'il renvoyait au peuple qu'il manipulait. 10 ans avant les événements actuels, il a manipulé l'ancien roi de Dressrosa pour qu'il s'en prenne à son peuple. Puis il est arrivé pour le faire trépasser et passer pour un héros, un sauveur auprès du peuple via la manipulation. Doflamingo a fait ceci après avoir tué son frère Rocinante. Métaphoriquement, la mort de son frère, Rocinante alias Corazon, peut être prise comme étant une rupture avec l'inspiration. Elle peut être prise comme étant la naissance de ce nouveau Don Quichotte de façade, plus sombre et tordu dans le fond, mais toujours bon à l'extérieur et en apparence. Il y a un autre thème que véhicule le personnage de Doflamingo, la faiblesse. Il considère que les faibles n'ont pas le choix, même pour mourir, comme il le dit au chapitre 759, et ça fait directement référence au fait qu'il n'ait pas eu le choix lorsqu'il a quitté Marie-Joie. Il a quitté Marie-Joie car il était enfant et faible, et c'est pourquoi il déteste la faiblesse. C'est pourquoi il a passé une bonne partie de sa carrière à gagner en puissance via son fruit, mais aussi via les membres de son équipage, jusqu'à en faire une famille. La famille est le dernier grand thème dont on va parler pour ce personnage. Doflamingo entretient un rapport particulier avec cette notion. En tuant son père à l'âge de 10 ans, puis son frère plus tard, il a détruit sa première famille. Famille qu'il détestait vu qu'elle n'avait pas les mêmes idéaux que lui. Mais il n'a pas tourné le dos à ce concept de famille pour autant. Vers ses 10 ans, il s'est rapproché de certains hommes qui sont devenus des cadres de son équipage, le socle initial à partir duquel il a manœuvré pour gagner en force, et dont il s'est servi pour intégrer de nouveaux membres dans son équipage et les former. Cet équipage est ce qui sert de substitut à Doflamingo, c'est sa nouvelle famille, et on voit qu'il y a des liens forts entre eux. Au chapitre 747, un garde se moque de la voix de Pika et Baby Five l'exécute sur place. Doflamingo, ayant assisté à la scène, fait un discours à son équipage pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Il leur dit, je cite, « J'ai perdu ma mère à l'âge de 8 ans, et tué mon père à l'âge de 10 ans. Ceux qui possèdent le titre de commandant en chef ou au-dessus sont ma famille avec qui j'ai partagé mes joies, mes peines. Ils sont la seule chose que j'ai. Je ne pardonnerai jamais à quiconque se moque de ma famille. Pigé ?» À travers ce passage, on voit qu'il est vraiment attaché à ce concept, à cette famille. Et ce, malgré la différence de lignée. Il n'y a que pour eux, il n'y a que pour cette famille, comme il aime l'appeler, qu'il fait abstraction du lignage. Il les considère comme étant valeureux au point même de les intégrer dans sa propre famille conceptuelle, qu'il a formée autour de lui. Famille dont il a manqué lorsqu'il avait 10 ans, et qu'il s'est fabriquée plus tard. Famille à laquelle il tient, et famille qui croit en lui. Monette par exemple n'avait pas hésité un seul instant à se sacrifier à la fin de Punk Hazard pour l'aider à réaliser son objectif, son rêve, qui nous est dévoilé dans cette scène du chapitre 694 dans laquelle Monette lui dit « Adieu maître, vous êtes celui qui deviendra le roi des pirates. » Marshall D. Teach, le plus gros fils de p***. Non, plus sérieusement, malgré toute la haine que l'on peut éprouver envers ce personnage, il est fort intéressant et complexe. Tout d'abord, Teach est un homme très imposant. Au premier regard, on pourrait même dire qu'il est juste un peu simplet et aimant profiter des joies simples de la vie comme manger ou boire de l'alcool. Mais est-ce vraiment l'atout ? Non. Au-delà de son allure grossière, il est très intelligent, fourbe et machiavélique, et ce, avec cette impression qu'il a toujours 2 coups d'avance sur ses adversaires. Plus jeune, Teach fut orphelin et recueilli par Edward Newgate, plus communément appelé Barbe Blanche. Ce dernier le laissa entrer dans l'équipage. Teach éprouvait de l'admiration envers Newgate. Derrière cette admiration se cachait en réalité une forme d'ambition, être calife à la place du calife. En effet, à l'époque où il était sous le commandement de la première flotte de Barbe Blanche, donc de Portgas the Ace, il tua le capitaine de la 4e flotte, Satch, lorsque ce dernier trouva le fruit des ténèbres
que Teach désirait tant. Suite à cela, il s'enfuit et fut pourchassé des mois durant par Ace, et ce, malgré les avertissements de Shanks envers Barbe Blanche concernant Barbe Noire. Des avertissements à raison, car c'est Barbe Noire lui-même qui livra Ace à la marine après un combat acharné, le tout pour obtenir au final une place de Shichibukai. Un plan rondement mené, mais qui avait pour objectif quelque chose d'encore plus grand, le Gura Gura no Mi. La suite, vous la connaissez. Il porte le coup final à Barbe Blanche avant de s'emparer de son fruit et devint le seul homme connu sur Terre pour avoir 2 fruits du démon. Mais est-ce bien terminé? Barbe Noire a un objectif précis, être le roi des pirates, et il a montré qu'il était prêt à prendre tous les risques pour y parvenir, quitte à trahir les siens. On peut dire qu'il est la représentation de la solitude, de l'isolement. Est-ce dû peut-être au fait qu'il n'a jamais su accorder sa confiance à cause de l'orphelinat? En tout cas, on pourra dire que c'est l'exact opposé de l'équipage des Mugiwara, que l'on pourrait définir comme un pour tous, c'est-à-dire que Luffy, lui, a l'intention de devenir roi des pirates avec et surtout grâce à ses Nakama. Tandis que Teach, lui, n'hésitera certainement pas à abandonner ou trahir les siens pour parvenir à ses fins. Tous pour un? Mihawk est un personnage qui a commencé sa carrière pendant l'ère de Roger, sa carrière de bretteur. Pour se forger une réputation, il a affronté tous les sabreurs réputés de cette ère jusqu'à se faire un nom, et ne plus avoir d'adversaire à sa hauteur, ou plus fort que lui. C'est en battant tous ceux qui étaient plus forts que lui qu'il est devenu le meilleur sabreur, et a atteint son but. Mais c'est aussi comme ça qu'il a perdu sa passion pour cet art, pour l'art du sabre, car s'améliorer dans ce domaine ne rimait plus à grand chose vu qu'il n'avait plus d'adversaire. Ce qui l'a poussé à travailler pour le GM ou poursuivre Dunkrig sur East Blue afin de se distraire et fuir l'ennui dans lequel il se trouvait. Ennui causé par son rêve de devenir meilleur sabreur qu'il a accompli. Le fait qu'il soit blasé est sûrement la chose qui l'a poussé lors de son affrontement face à Zoro à accorder autant d'importance à demander à Zoro ce qui le pousse à devenir si fort, à avoir cette ambition de le battre. Car Mihawk sait que sa place n'a rien d'enviable, surtout pour une personne comme lui qui cherchait le challenge. Et Mihawk sait que les personnages en quête de puissance et qui cherchent à devenir les meilleurs dans leur spécialité n'en savent rien. Ils n'en savent rien jusqu'à atteindre leur but, ce que lui a fait. Mihawk a les réponses à ces questions, il sait que tout ce qu'il a fait l'a mené à une situation qui ne lui plaît pas, et qui le tourmente. Cette situation est responsable de sa solitude, de son ennui, car Mihawk a atteint son but et fait face au calme plat et au manque de challenge. C'est pour outrepasser cette solitude et cet ennui qu'il fait tout ce qu'il fait. Il a poursuivi Dunkrig pour cette raison, il semble être venu à Marineford pour cette raison, pour s'occuper en tentant d'affronter Barbe Blanche et trouver un nouveau challenge, et c'est aussi pour vaincre cet ennui et cette solitude qu'il forme un disciple qui pourrait l'affronter plus tard, Zoro. Depuis sa première apparition, il est un mentor pour Zoro. Lors de leur premier combat, il dit à Zoro qu'il va lui donner une leçon car il est prétentieux. Dans ce combat, quand il le transperce avec son Kogatana, il s'arrête avant d'atteindre un point vital et lui dit « Pourquoi tu ne te dégages pas? Tu veux que je te transperce le cœur ou quoi ?» Mihawk ne comptait donc pas tuer Zoro, mais lui donner une leçon. Plus tard dans le combat, quand il l'attaque avec son Kokuto Yoro, il ne brise pas le sabre principal de Zoro. Pourtant, Mihawk pouvait clairement le faire. À Marineford, il a pu briser un iceberg avec seulement l'onde de son sabre. Donc si Mihawk n'a pas brisé le sabre principal de Zoro, c'est qu'il ne voulait juste pas priver Zoro de son arme principale. C'est pourquoi il a épargné le Wado Ichimonji. Le sabre de Zoro n'est pas la seule chose qui fut épargnée par Mihawk. Mihawk a épargné Zoro qui était à sa merci en le blessant, assez profondément pour qu'il perde ce combat sans avoir à abandonner, et en le blessant assez légèrement pour qu'il ne meure pas de ses blessures, et qu'il puisse rester conscient afin d'écouter son discours, dans lequel il lui dit « Tu es encore trop jeune pour mourir. Écoute-moi bien Roronoa, parcours le monde, apprends à te connaître, progresse, deviens plus fort. » Il l'invite à avoir le même parcours que lui, car il se reconnaît certainement en lui, et il l'invite à s'entraîner en ajoutant qu'il l'attend avec impatience. Zoro est une graine que Mihawk a plantée pour l'avenir. Mais cet acte n'est pas désintéressé. Au contraire, c'est plutôt égoïste, car il plante cette graine pour faire fleurir un sabreur qui pourrait vaincre son ennui. Cette graine lui ressemble car elle suivait le même chemin qu'il avait parcouru 20 ans auparavant, en tentant de devenir le meilleur sabreur de la même façon, et cette graine est venue germer sur son île, Akura Ikana pendant l'ellipse.
Au chapitre 597, cette graine, Zoro, est venue supplier Mihawk de lui apprendre à être un bon sabreur, et Mihawk lui a répondu « Il semblerait que je t'ai mal jugé, Roronoa. Tu as l'intention de demander des cours à ton ennemi. Honte à toi. Fiche le camp. Je n'ai pas besoin d'un homme pathétique. Apparemment, je t'ai surestimé. » Il fut déçu par son comportement car cet homme qui jusque-là agissait comme lui dévie de sa voix, ce qui pourrait nous suggérer que Mihawk fut autodidacte dans l'apprentissage du sabre. Mais vers où Zoro a dévié? Et bien vers Shanks. Et c'est sûrement pour ça que Mihawk a fini par accepter après un court instant de réflexion. Instant de réflexion dans lequel il s'est dit « Lorsqu'un homme de son genre met sa fierté de côté, c'est toujours pour le bien de quelqu'un d'autre. » Il trouve ça disgracieux, mais comprend son geste et ne le trouve pas mauvais. Il semble même avoir de l'estime pour ce comportement, car il lui rappelle peut-être celui de Shanks, rival qu'il a perdu et qu'il a laissé seul, au sommet, dans la solitude. Pour en revenir à Mihawk et au thème véhiculé à travers ce personnage, le personnage qui semble le plus l'intriguer n'est pas Zoro, mais bien son capitaine. Et ceci pour une raison simple, Luffy est le personnage qui s'oppose à son vécu et à son histoire. Lors de l'arc Alabasta, nous avions pu nous rendre compte que Crocodile était pour Luffy au début de Grand Line ce que Barbe Blanche fut pour lui au début du Shinsekai. Il fut celui qui a tenté de le briser impitoyablement, lui et son rêve. Mais Luffy, contrairement à Crocodile, ne s'est pas détourné du rêve qu'ils avaient en commun, à savoir de devenir le roi des pirates. Et Luffy a continué dans sa voie et a persévéré. C'est pourquoi Crocodile à Alabasta s'est acharné sur lui, s'acharnant sur une version de lui qu'il refusait de voir en face. Et c'est pourquoi, sur Marineford, Crocodile a protégé Luffy, protégeant celui qui ressemblait à ce qu'il était autrefois. Et bien pour Mihawk, c'est plus ou moins la même chose. Luffy s'oppose à la solitude de Mihawk, qui est seul au sommet, et ceci via l'une de ses capacités, une capacité que Mihawk a décernée lors de l'arc Marineford. Au chapitre 561, après que Vista fasse barrage à Mihawk pour laisser Luffy avancer, Mihawk reste pensif et observe Luffy s'éloigner. Et pendant qu'il le voit s'éloigner, il se fait une réflexion dans laquelle il se dit « Ce n'est pas un don ou une technique, mais simplement la capacité de faire de tous ceux qu'il côtoie ses alliés. Pour ma part, voici ce que j'appellerais le pouvoir le plus dangereux qui puisse exister dans tout l'océan. » C'est cette capacité qui consiste à attirer les gens et en faire des alliés qui s'opposent à la solitude de Mihawk. Et on pourrait même se dire qu'à Marineford il s'est peut-être acharné sur Luffy pour cette raison. Peut-être que Mihawk envie cette capacité que possède Luffy. Capacité qui est la clé de ses propres tourments. Et capacité qui aurait pu potentiellement vaincre la solitude dans laquelle il est enfermé depuis des décennies. Ce thème de la solitude rejoint son inspiration, Dracula, qui est un vampire. Quasiment immortel, les vampires sont voués, condamnés dans le folklore, à vivre une vie solitaire, à ne pas s'attacher à ce qui est temporel, et à vivre seul car ils n'évoluent pas sur le même temps. Ce thème de la solitude est, qui plus est, un thème important traité dans le roman Dracula de Stoker. Mister Crocodile. Grand, imposant, charismatique, badass. Watashi desu ka? Badass man desu. Sa première apparition dans One Piece, on a tous eu peur pour nos Mugiwara. Et à raison, Shishibukai est chef d'une organisation gigantesque et sombre, le Baroque Works. Crocodile a tout du méchant parfait, imposant la terreur. Un personnage ayant une très grande estime de lui-même, arrogant et méprisant, il est tout simplement un génie du crime. Pourquoi Crocodile est-il si imbu de lui-même? D'où lui vient cette confiance en soi? Et si Crocodile était juste une version de Luffy qui a mal tourné? Plus jeune, le rêve de Crocodile était de devenir le roi des pirates. Il s'est rendu dans le Nouveau Monde, qui lui rappelle plein de souvenirs. Le temps passa, il gagna en puissance et en expérience et perdit de vue l'importance des rêves et de la confiance envers d'autres personnes, et ce après avoir perdu un combat contre Barbe Blanche qui lui fit également perdre l'espoir de devenir le roi des pirates. Ce combat perdu a entraîné un fort désir de vengeance dans le cœur de Crocodile au profit de trouver l'arme antique Pluton, dont il a entendu parler auparavant. Il a commencé à se concentrer sur Alabasta et est devenu au sein de ce royaume un héros qui chassait les pirates. À l'âge de 30 ans, il apparut dans un journal ayant récemment battu quelques pirates. Il construit un empire sombre, le Baroque Works, qui avait pour but d'asseoir sa domination dans le monde criminel en recrutant les meilleurs hommes, récolter les armes les plus puissantes du monde, tout en ayant son propre royaume avec l'arme la plus puissante du monde, Pluton. Vol,
Capture de pirates pour récolter leurs primes, corruption, sont quelques activités à laquelle se donnait Crocodile et son organisation. Il ne souhaitait que la puissance militaire. Crocodile est un personnage très charismatique, ayant pour thème le monde sombre et criminel de la mafia. Comme cette dernière, le Baroque Works avait pour but d'asseoir sa domination par le crime et la puissance militaire, diriger un pays par la peur. Bien heureusement aujourd'hui, Luffy et son équipage a mis un terme à tout cela et sauvé tout le royaume d'Alabasta. Mais qu'adviendra-t-il de Crocodile, lui qui a tout perdu ? Moria est un Shichibukai qui a commencé sa carrière à West Blue, et qui fut déchu de son titre après Marineford sous ordre du gouvernement mondial. Dans un encadré qui lui est dédié, lors de sa première apparition, Oda dit que sa devise est de s'appuyer sur les autres pour réaliser ses propres objectifs. Ce personnage visait comme plusieurs Shichibukai le titre de roi des pirates, comme on l'apprend au chapitre 455, mais il a rencontré des obstacles qui l'ont éloigné de ce rêve. En effet, environ 20 ans avant les événements actuels, Moria est allé dans le Nouveau Monde et a perdu ses Nakama face à Kaido, ce qui lui a laissé de nombreuses cicatrices. Cicatrices qui n'ont pas guéri avec le temps et qui lui ont laissé de nombreuses séquelles, notamment au niveau de sa personnalité. Suite à sa défaite, il s'est recroquevillé, confiné dans une coquille, dans sa tanière, dans son terrier qu'est Thriller Bark. Il est navire sur lequel le prénom de Gecko Moria prend tout son sens. En effet, son prénom Gecko fait référence à un animal, un reptile, le gecko, qui ne sort de sa cachette qu'au crépuscule pour chasser des insectes tout au long de la nuit. Cet animal a donc les mêmes méthodes de chasse que Gecko Moria, qui chasse de nuit les équipages qui débarquent sur son île. Pirate qui arrive, comme Moria le dit à plusieurs reprises, dans son cauchemar. L'un des thèmes qu'Oda aborde avec ce personnage est celui du rêve, mais avec le personnage de Moria, on l'aborde surtout sous l'angle des rêves brisés. Au chapitre 882, Moria dit à Luffy, je cite, « Dans ce monde, un rêveur qui ne restera pas à sa place se fera écraser sans pitié. » Il lui dit ça car c'est ce que son expérience l'a amené à croire. C'est les conclusions qu'il a tirées de ses aventures qui l'ont rendu aigri et l'ont conduit à agir de manière assez bizarre dans son rapport avec les autres. En effet, ce personnage prenait du plaisir à briser des équipages et s'amusait lors de l'arc Thriller Bark en voyant les Mugiwara se faire décimer par la force de Luffy, celle de leur capitaine qui s'est retrouvé dans le corps d'Oz. Il prend du plaisir à voir les gens souffrir, à voir des équipages souffrir, même si ces équipages ne lui ont rien fait, et ceci pour reproduire le schéma qu'il a vécu lorsqu'il fut dans la même position qu'eux, lorsque son équipage à lui fut brisé. Son comportement est proche de la folie, et comme son prénom Gecko prend sens avec ses méthodes de chasse qu'il emprunte au gecko, son nom Moria prend sens avec cette facette de lui proche de la folie étant appelée Moria en grec. Ce comportement découle du fait qu'il ait perdu son équipage, et à la façon d'un Mihawk, lui aussi fut confronté à la solitude. Mais contrairement à ce dernier qui est resté dans sa solitude par fierté dirons-nous, Moria en étant confronté à cette solitude et à ce qu'il a vécu a changé son rapport aux autres. Il a dû faire le deuil de son ancien équipage et repartir de zéro, et il faut dire qu'il faut une sacrée volonté pour faire ça. Puis il s'est forgé une nouvelle personnalité en plus d'un nouvel équipage, et tout ça découle de son traumatisme. Sa nouvelle personnalité et son nouvel équipage sont là pour qu'il ne refasse plus les mêmes erreurs. Celui-ci s'est fait un nouvel équipage afin d'assouvir ses ambitions, à savoir de devenir le roi des pirates et se venger de Kaido, une ambition qui s'est greffée à son rêve initial depuis sa défaite. Pour accomplir ses objectifs, il a changé radicalement dans sa manière d'être, et ne compte plus sur sa force personnelle mais sur une force collective, celle d'un équipage. Mais ce n'est pas un équipage composé de compagnons comme pour celui de Luffy, mais plutôt un équipage composé de subordonnés qu'il comptait manipuler avec son fruit. Il dit à Luffy au chapitre 481, je cite, « Mes compagnons étaient tous connus, bons et nombreux. Pourquoi est-ce que je les ai perdus ? Mes compagnons ont perdu justement parce qu'ils étaient encore en vie. S'ils avaient tous été des zombies, morts dès le début, je n'aurais rien perdu. » Ce qu'on peut retirer de ce passage, c'est qu'il dit que si ses compagnons avaient été des zombies, donc s'ils avaient déjà été morts, il ne les aurait pas perdus. Car premièrement, il ne leur aurait pas laissé leur libre arbitre, il aurait pris toutes les décisions, ce qui le préserve des potentielles trahisons, car il est possible que ces hommes l'aient trahi, ce qui expliquerait pourquoi il a dit au chapitre 463 qu'il cherche des hommes qui lui obéissent sans se poser de questions. Dans ce chapitre, il dit qu'importe à quel point leur ego est fort, qu'importe tout ce qui a pu se passer auparavant, tous les zombies deviennent obéissants. Cette notion d'obéissance est donc importante pour lui car peut-être qu'il a été trahi.
Deuxièmement, pour en venir à notre sujet, il dit qu'il n'aurait pas perdu ses hommes s'ils avaient été des zombies car il aurait juste à remettre les ombres dans les corps des zombies, qui sont quasiment immortels. C'est en partie pour ces avantages qu'ont les zombies qu'il s'est créé cet équipage. Il a fait ça pour ne plus perdre de Nakama, mais il y a aussi une autre raison qu'on a abordée plus tôt, c'est de reproduire ce qu'il a vécu. Moria a passé les 20 dernières années de sa carrière à piquer des membres d'équipage, ou plutôt des ombres de pirates, à des équipages pour les incorporer au sein de forces. Il dit d'ailleurs clairement à Kuma au chapitre 474 que son objectif est de faire entrer les Mugiwara dans son équipage sous forme de zombies. Il ferait ça, il détruirait des équipages pour reproduire ce qu'il a vécu, comme peuvent le faire certaines personnes dans la réalité lorsqu'elles reproduisent parfois les traumatismes qu'elles ont vécus. Moria prendrait des membres d'équipage comme on lui en a pris, et c'est totalement symbolisé par le cauchemar qu'il tente d'instaurer à la Thriller Bark qu'il qualifie de faux cauchemar comparé à celui du Nouveau Monde, comparé à son cauchemar. Cauchemar qui symbolise son rêve brisé, principal thème que véhicule le personnage de Moria qui a désormais plus peur de reperdre ses Nakama et retourner dans sa solitude que de perdre son rêve initial de devenir roi des pirates. On comprend ça post-ellipse lorsqu'il n'hésite pas à prendre des risques qui peuvent l'empêcher d'atteindre son but, à savoir de devenir roi des pirates, pour justement ne plus revivre cette solitude. C'est pour ne plus être dans la solitude qu'il est parti chercher l'un de ses hommes, Absalom, seul sur l'île d'Inyanko, sur l'île de Teach, et ceci sans penser aux conséquences. Il aurait clairement pu mourir, mais a pris ce risque pour ne plus être seul. Qui est le nouveau Nakama de l'équipage des Mugiwara? Jinbei est un homme poisson requin-baleine et Shishibukai, une personne avec une grande fierté et beaucoup de sagesse toujours à aider son prochain, et ce, peu importe ses origines. Petite particularité, il déteste les pirates, alors qu'il en est un lui-même, mais pas n'importe quel pirate, uniquement ceux qui font du mal à son peuple, les hommes poissons, en capturant ces derniers et les sirènes afin de les vendre en tant qu'esclaves. Autrefois très brutal voire bestial, sur l'équipage de Fisher Tiger, même Arlong, connu pour être sans merci, lui demandait d'arrêter par moments ses coups de sang excessifs. Comment il est passé d'une brute sanguinaire à une personne écoutée de tous et dotée d'une grande sagesse. Autrefois, comme dit précédemment, Jinbei faisait partie de l'équipage des Pirates du Soleil, créé par le grand Fisher Tiger. T'es tout le temps là, toi! Un équipage d'hommes poissons qui avait pour but de protéger son peuple. Et pour cela, tous les moyens étaient bons, au vu des atrocités que subissaient les hommes poissons, notamment piller et tuer. Comme tous ses Nakama, il n'hésita absolument pas à faire preuve d'une extrême violence en guise de vengeance pour son peuple qu'il chérissait tant. Malgré tout, Jinbei est un homme loyal avec un grand sens de l'honneur. Souvenons-nous que l'île des hommes poissons était sous la protection de Barbe Blanche, un des 4 empereurs, et qu'en guise de remerciement et de loyauté, il refusa catégoriquement de se battre aux côtés du gouvernement mondial, et ce, même en étant Shishibukai. On peut alors dire que Jinbei représente l'honneur et la sagesse. Il est un homme poisson, et qui plus est un requin-baleine. Et il faut savoir que le requin-baleine est un animal très grand, très imposant, mais très pacifique, à l'image de notre protagoniste. Un atout de taille forcément pour les Mugiwara, qui avec lui feront sûrement un pas de plus vers le but ultime, trouver le One Piece et faire de Luffy le roi des pirates. Dans le cas contraire, on peut imaginer que Jinbei pourrait se sacrifier afin de laisser s'échapper les Mugiwara lors de la grande guerre contre Kaido si cette dernière tournerait mal. Law est un supernova, un pirate de la même génération que Luffy qui est accessoirement allié à lui depuis Punk Hazard. C'est le seul supernova à être devenu Shishibukai, et c'est à vrai dire le supernova le plus développé après Luffy à mon sens. Les thèmes que véhicule ce personnage sont assez vastes, mais on peut dégager 2 axes principaux qui en englobent pas mal. Le premier axe est un questionnement, comment la société construit des monstres. Il survient pendant son flashback et concerne ce qu'il a vécu quand il était enfant à Flévance, une cité qui fut détruite suite à une contamination. Dans ce premier axe, on peut dégager 4 sous-thèmes, à commencer par le thème de l'exploitation des pauvres par les riches pour leurs ressources. En effet, Flévance était réputé pour l'un de ses minerais, le plomb blanc,
qui l'a fait rayonner dans le monde. Les habitants de la cité l'ont exploité et l'ont vendu, et la famille royale de Flévence a supervisé cette exploitation. Mais le plomb blanc recelait un secret. 100 ans environ avant les événements de Flévence qui ont conduit à sa destruction, le gouvernement mondial avait fait des recherches sur les caractéristiques du sol de ce pays et de son minerai, et il a appris que ce produit était toxique lorsqu'il était exploité et manipulé. Le taux de toxicité de ce métal s'accumule progressivement dans l'organisme des citoyens de Flévence, qui au fil des générations transmettent le taux qu'ils ont reçu à leurs enfants qui eux-mêmes seront contaminés par ce métal, ce qui crée un cercle vicieux qui réduit de manière exponentielle l'espérance de vie des citoyens de cette cité au fil des générations, jusqu'à ce que les dernières générations comme celle de l'eau meurent avant même d'avoir atteint l'âge adulte. C'est avec la complicité du souverain de ce pays que le gouvernement mondial a tenu ces informations secrètes, afin de préserver les bénéfices générés par l'exploitation de ce minerai. C'est pour des motivations pécuniaires que la population de Flévence fut décimée, tuée à la tâche. Ils ont été marginalisés pour du profit. Le deuxième sous-thème est la maladie. On a déjà expliqué comment fonctionne le saturnisme blanc dont sont atteints les habitants de cette cité, mais on voit aussi cette maladie et ce qu'elle cause en s'attardant sur comment Lo a vécu cette crise. Fils de médecin, il a vu les patients désespérés supplier son père de les sauver. Mais il a aussi vu l'ignorance des gens vis-à-vis de cette maladie causer des ravages via les armes. Ce qui nous amène au troisième sous-thème, la guerre. Lorsque les pays frontaliers de Flévence se sont aperçus que les habitants de la Cité Blanche mouraient de la même maladie, ils déclarèrent à tort que cette maladie était contagieuse, et isolèrent la cité pour que les gens ne puissent plus y entrer ou en sortir, les privant ainsi de tout le temps qu'ils meurent. Les habitants de cette cité ayant du plomb, donc des balles, ne se sont pas laissés faire, mais les pays frontaliers de Flévence ont profité de ce prétexte pour les envahir et les décimer en disant que c'est une contre-offensive pour se justifier. C'est ainsi qu'ils ont tué toute la population, même les enfants, et ce, de manière perfide par moments pour ne laisser s'échapper personne. Ils ont dit à une religieuse qui ne tuerait pas les enfants et lui ont dit de les regrouper pour qu'ils puissent partir. Mais en réalité, ils ont fait ça pour tuer tous les enfants d'un coup et ne pas avoir à les chercher. Lo ayant décidé de rester avec ses parents n'était pas avec eux, mais il a aussi vu d'horribles choses. Car après avoir vu ses parents et sa sœur mourir, il s'est caché entre les dépouilles pour franchir la frontière et échapper à ces hommes qui ont décimé un peuple par pure ignorance. C'est ce dernier thème qui nous permet de clôturer ce premier axe sur la façon dont les sociétés construisent des monstres. C'est en exploitant cette population pour ses ressources à des fins pécuniaires et en le cachant que le GM, avec la complicité du souverain de ce pays, a amené cette guerre. Car en plus d'avoir amené cette situation, ils n'ont pas cherché à montrer aux pays frontaliers que les rumeurs sur la contagiosité de cette maladie étaient fausses, alors qu'ils le savaient. Ils ont donc permis cette hostilité, voire l'ont indirectement encouragée pour résoudre le problème Flévence. Et c'est en faisant tout ça qu'ils ont fait de Trafalgar Law, un enfant qui était de bonne famille et qui devait devenir médecin, un monstre. Un monstre sans espoir de survie qui ne croyait plus en rien et qui voulait juste se venger de ce monde qui lui a causé tant de souffrances et qui est la cause de ses tourments. Ceci en tuant le maximum de gens dans le temps qui lui est imparti, et détruire tout ce qu'il peut détruire comme ce monde a détruit sa famille, sa ville et sa vie. Ceci nous amène donc au deuxième axe, comment déconstruire les monstres que construisent les sociétés. Et bien c'est à travers la relation qu'entretient Lo avec Corazon qu'Oda nous raconte ça. Corazon a premièrement fait des sacrifices pour Lo pour lui donner une seconde chance, pour lui donner un espoir qui se concrétise par l'accession au Ope-Ope no Mi. C'est en lui donnant de l'espoir et une seconde chance, mais aussi en essayant de comprendre Lo, que Corazon a déconstruit ce monstre que la société a construit. En grandissant, Trafalgar Law a évolué en ayant vu la face mauvaise de l'homme via ce qui s'est passé à Flévence, et la bonne facette de l'homme via Corazon qui lui a offert une seconde chance. Ces deux éléments qui l'ont marqué font de Lo un personnage particulier. Il n'est ni resté l'enfant qui voulait tout détruire, mais n'est pas devenu pour autant un personnage idéaliste et crédule. Il sait dans quel monde il vit. Il n'a pas changé du tout au tout, mais sa vision est devenue plus nuancée. Si je devais le rapprocher d'un autre personnage, ce serait de Heisei, qui a aussi vu ces deux facettes mais n'a pas abouti aux mêmes conclusions que Lo. Trafalgar Law garde tout de même des séquelles de ce qu'il a vécu, car malgré le fait qu'il n'en veuille plus au monde et ne veuille plus le voir brûler, il n'a pas le même rapport aux morts que les autres, et c'est dû à ce qu'il a vécu. Trafalgar Law est devenu moins sensible car il a vu plein d'atrocités. C'est pourquoi il a pu amener 100 cœurs de pirates à la marine pour devenir Shichibukai. Trafalgar Law est devenu Shichibukai pour remplir la mission que Corazon n'a pas pu mener à bien, et sauver Dressrosa en mettant hors d'état de nuire Doflamingo. C'est en ça qu'on voit que c'est un personnage très gris. Il n'est ni noir ni blanc, il oscille entre les deux. Il peut faire les choses de la pire des façons, mais il les fait pour des intentions qui sont tout à fait louables et bonnes.
Qui est Trafalgar Law au final? Eh bien un peu de tout ce qu'on a dit. C'est un médecin qui est en marge de la société vu son côté pirate, qui a connu les atrocités de la guerre et la bonté des humains. Et il compose avec tout ça. Baggy le clown, y a-t-il beaucoup de choses à dire sur lui? Il est le premier grand ennemi de Luffy, et depuis ces deux-là ont eu une ascension parallèle et de nombreux points communs. Moqueur, provocateur et mesquin, Baggy a le fruit du démon de la fragmentation et est capable de diviser son corps en plusieurs parties. Comment un pirate sans réel intérêt au début a-t-il réussi à avoir un siège chez les Shichibukai? Baggy le clown a fait partie de l'équipage de Roger, aux côtés d'un certain Shanks. Et dès cette époque, il avait pour ambition de dénicher tous les trésors marins du monde. Pourtant, aux côtés du plus célèbre des pirates, son équipage découvrit le trésor de Joy Boy. A-t-on réellement besoin de plus? Suite à cela, Buggy a échappé à la mort à plusieurs reprises, que ce soit à Lockdown, après avoir menacé le fils de Dragon, à Impel Down, ou encore pendant Marineford. Pourtant, il a toujours su s'en échapper, et même créer un équipage à chaque fois plus grand et plus fort, en baratinant des histoires plus loufoques des unes des autres. Il le sait pertinemment au fond de lui qu'au sein de son équipage, des pirates sont certainement plus forts que lui, mais Baggy est malin et arrive à les manipuler à chaque fois. Baggy le clown est un mélange à la fois de chance et de manipulation. C'est ce qui le définit le plus. Manipuler pour mieux tromper et obtenir gain de cause. D'autant plus qu'à l'instar de Luffy, il est assez doué pour se lier d'amitié avec le monde qui l'entoure. Dans le meilleur des cas, certainement profiter de la future grande zizanie qui se prépare entre Kaido et Luffy, ainsi que les révolutionnaires et le gouvernement mondial pour trouver Raftel et découvrir le One Piece, ou au contraire, se faire démasquer et finir le restant de ses jours dans la plus grande des solitudes. Et ne serait-ce pas là la plus grande hantise d'un clown? Edward Weeble est le fils autoproclamé d'Edward Newgate. C'est le Shichibukai sur lequel on sait le moins de choses. On sait juste qu'il traque les membres restants de l'équipage de Barbe Blanche pour mettre la main sur le trésor qu'aurait laissé le défunt Yonko. Il est donc peut-être un peu tôt pour parler des thèmes abordés via ce personnage, mais des pistes semblent nous avoir été laissées pour savoir de quoi Oda compte potentiellement parler avec ce personnage. Premièrement, on voit qu'il est en quête d'identité. Il mime Barbe Blanche et se déguise en lui. De plus, il s'en prend violemment aux pirates de Barbe Blanche qui revendiquent le fait d'être ses enfants, donc on peut présumer que sa quête d'identité sera centrale quand ce personnage sera développé, si développement il y a. Le deuxième thème qui pourrait être abordé via ce personnage est celui de la puissance. Il est doté d'une puissance colossale, comparable à celle de Barbe Blanche selon Kizaru, mais cette puissance est mise au profit de Bakin, qui le manipule et se sert de lui pour assouvir sa cupidité. À travers ce personnage, Oda semble déjà dire que le problème n'est pas l'outil mais la façon dont on s'en sert, et qu'entre de mauvaises mains, une chose qui n'est pas forcément mauvaise peut le devenir. Qui est Boa Hancock? Capricieuse, gâtée, égoïste, égocentrique, sont autant de qualificatifs la désignant, mais elle est l'incarnation même de la femme fatale dans One Piece. Mais il faut savoir que Hancock n'a pas toujours été comme cela. La raison? Son passé en tant qu'esclave. Oui, et c'est malheureux à dire, mais Boa Hancock et ses deux sœurs ont été faites esclaves par les Tenryubito très jeunes. Elle a dû manger le Mero Mero no Mi, juste afin de divertir ses nobles. Et c'est suite à ce passé douloureux, à subir de nombreuses atrocités, que le cœur de l'impératrice changea et devint froid. Une haine féroce l'envahit envers le gouvernement mondial et les Tenryubito. Sachant son passé douloureux, il est plus simple de comprendre d'où provient son manque de confiance envers les hommes. Son pouvoir se retrouve drôlement efficace sur ces derniers, surtout lorsqu'elle sait très bien utiliser son pouvoir de séduction sur eux. Une capacité à changer toute personne croisant son regard en la désirant, à les changer en pierre. Même si on ne l'a pas encore réellement vu en action, on peut déduire que son serpent, Salomé, pourrait tout à fait servir d'arme au combat
tout comme les autres guerrières Kuja. Connaissez-vous Méduse, sa légende? Une femme extrêmement belle que Poséidon lui-même tomba sous son charme. Malheureusement violée par ce dernier, et ce, dans le temple d'Athéna, cette dernière décida de la maudire en la changeant en gorgogne. Le résultat, une chevelure changée en serpent, des yeux dilatés, qui pétrifie tous ceux qui croisent son regard. Pourquoi ces attributs? Car elle était tellement belle qu'elle rivalisait avec Athéna en termes de beauté. Et maintenant, Hancock dans tout ça. Capturée et ayant subi de nombreuses atrocités par les nobles, les hommes en particulier, elle en est venue à les haïr. Comparaison à la trahison de Poséidon envers Méduse. La marque d'esclave qu'elle a dans son dos ainsi que son fruit du démon peuvent être considérés comme des malédictions qu'elle ait reçues. Les serpents des Kuja sont une référence à la légende, car oui, on le rappelle, Amazon Lily est censée être une île remplie de très belles femmes. C'est la rumeur qui est répandue à travers tout le monde de One Piece. Maintenant, quid de l'impératrice à la fin de l'œuvre? Dans le meilleur des cas, et on le lui souhaite, elle serait la future femme du roi des pirates Monkey D. Luffy. Après tout, elle en est follement amoureuse et Luffy lui a dit qu'il lui était redevable. Sinon elle vient avec moi, frérot. Y a pas de problème, on s'arrange, hein. T'inquiète même pas. Dans le pire des cas, en revanche, elle pourrait se faire tuer par le gouvernement mondial. On se souvient qu'au moment où ce dernier décida d'abolir le système des Shichibukai, de nombreux bateaux de marine ont été aperçus aux côtes d'Amazon Lily. Et si c'était la dernière fois que l'on voyait l'impératrice pirate, Boa Hancock. Au chapitre 956, on apprend que le système des Shichibukai a été aboli lors de la rêverie. Fujitora, qui défendait ce projet, a pu assister à sa concrétisation suite à la proposition de Riku et Cobra, qui fut votée à la majorité et fut adoptée sur le champ. C'est pourquoi les Shichibukai furent déchus et chassés directement. Le GM compte remplacer ce pouvoir qui maintenait l'équilibre des forces par la nouvelle arme du SSG. Il ne compte plus sur les Shichibukai pour maintenir un équilibre et semble plutôt vouloir écraser tous les pirates avec cette nouvelle arme, et ainsi renverser la carte des forces du monde. C'est pourquoi, via la marine, ils ont tenté directement d'arrêter les Shichibukai, pour ne pas avoir cette ancienne force qui était équivalente à la marine et aux Yonko dans la nature, au risque de la voir se rallier aux Yonko, et amener ainsi une situation dans laquelle la marine serait en désavantage. Dans cette seconde partie de vidéo, nous allons voir ce que les Shichibukai, anciens et actuels, pourraient faire d'ici la fin du manga. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui change de prime chaque semaine. Merci à toi Blue pour l'invitation, ça fait super plaisir. Pour Baggy, peu importe la situation, on remarque que ça tourne à son avantage. Même si l'organisation des Shichibukai a été abolie, il reste difficile à croire qu'il va se faire capturer. Baggy est quand même le personnage préféré d'Eiichiro Oda, et il est impossible qu'il le délaisse. Il aura encore un rôle à jouer. Déjà, on sait qu'il est à la recherche du trésor du Capitaine John, donc on pourrait découvrir des choses intéressantes, notamment à propos des Rocks, sachant que le Capitaine John a auparavant fait partie de l'équipage des Rocks. Il est assez compliqué d'imaginer une suite sombre pour Baggy, étant donné qu'il est très imprévisible et qu'il ajoute une touche humoristique à l'œuvre. Cela implique qu'il pourrait très bien faire partie d'un événement important. Pour le lecteur, il ne sera que là pour ajouter sa petite touche à lui. Bien qu'il fit partie de l'équipage de Roger, il n'a pas pu aller sur Lost Tale, car il est tombé malade juste avant. Shanks a décidé de rester avec lui, et lui a dit qu'un jour, ils reviendront ensemble. Alors est-ce juste une belle parole, ou est-ce qu'un jour ces deux anciens Nakama vont se retrouver? Pour le personnage de Weeble, j'imagine difficilement une mort, étant donné qu'il a eu une introduction mais pas de développement. S'il mourait maintenant, il n'aurait eu aucune utilité au scénario. C'est pourquoi il est possible qu'il puisse en sortir avec sa mère qui pourrait continuer de le manipuler pour aller pourquoi pas sur Wano, ce qui leur permettrait de se mettre à l'abri du GM, et ça pourrait aussi leur permettre de se rapprocher de Marco qu'il traque. Étant donné qu'ils doivent aussi être à la recherche d'Izo, ils pourraient se tourner vers cette île en le ciblant, donc aller sur Wano. Mais à mon sens, l'option la plus pertinente concernant Weeble serait qu'ils ne s'en sortent pas tous les deux. Que Bakin se fasse avoir mais que Weeble, avec sa force colossale, réussisse à s'en sortir. Ce serait super intéressant car Weeble serait libre, et pourrait nous montrer pleinement qui il est sans être manipulé. Et ça nous promet un développement qui pourrait être intéressant. De plus, au chapitre 802, une scène pourrait nous laisser entrevoir ce qu'il pourrait potentiellement faire si Bakin n'était pas là. Dans cette scène, Bakin lui dit que son père, Barbe Blanche, a laissé une chose de grande valeur pour lui, et qu'ils ne doivent pas laisser des imposteurs la lui voler. Mais Weeble lui répond qu'il a plus envie de venger la mort de Newgate et tuer Barbe Noire.
Suite à ça, sa mère lui hurle dessus pour lui dire que la vengeance c'est pas bon pour eux et qu'il faut aller chercher le trésor de Barbe Blanche. Weeble, ayant clairement une haine pour Teach qu'il veut détruire, pourrait tenter de l'attaquer si sa mère n'est plus avec lui. Et je trouve cette option vraiment intéressante. Pour Bartholomew Kuma, il est assez compliqué d'imaginer un moyen de s'en sortir. En effet, tout d'abord, c'est un humain qui a accepté d'être transformé en cyborg par le docteur Vegapunk. Il fut donc le premier de la série des pacifistas, et porte le numéro PX0. Après cette transformation, il devient un esclave des dragons célestes, connu sous le nom d'invincible esclave. Bonnie et les révolutionnaires infiltrés qui sont Sabo, Karasu, Lindbergh et Morley sont révoltés par la situation et décident de sauver Kuma pour le sortir de cet endroit. Malheureusement, seuls les journaux nous donnent quelques informations, et on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé à la rêverie. On sait juste que les révolutionnaires se sont battus contre Fujitora et Ryokugyo. On peut alors malgré tout imaginer un moyen pour lui de s'en sortir. Par exemple, lorsque les autres révolutionnaires comme Dragon, Ivankov, Inazuma vont se rendre là-bas pour sauver Sabo après cette mauvaise nouvelle dans les journaux, il pourrait très bien sauver Kuma par la même occasion, et un scientifique comme Lindbergh pourrait faire en sorte d'aider Kuma à retrouver la mémoire. Sinon tout simplement Vegapunk qui avait passé un accord avec Kuma avant sa transformation finale et qui pourrait avoir un lien secret avec les révolutionnaires. On se souvient qu'après l'ellipse, Franky arrive devant le Sunny et voit que Kuma est resté devant pour le protéger. C'était peut-être une dernière mission, une dernière volonté. Mais je pense qu'il fait partie des Shichibukai qui ont le moins de chances d'avoir un avenir joyeux, et qu'il restera un symbole pour marquer la cruauté et l'inhumanité des dragons célestes. Mihawk pourrait très bien s'en sortir. Il semble y avoir un nombre de navires assez important autour de son île, mais Mihawk est un personnage qui pourrait très bien s'en sortir malgré ça. Nous parlons du meilleur sabreur, d'un personnage qui est actuellement meilleur que Fujitora, un amiral, ou que Shanks, un Yonko. Car oui, il faut le dire et le redire, dans le databook Vivrecard, Oda dit que Mihawk cherche quelqu'un de plus fort que Shanks pour le battre. Ce qui implique que Shanks est, au pire, du même niveau que Mihawk, et au mieux, moins fort que lui. Ce qui serait logique vu que Mihawk a le titre de meilleur sabreur et pas Shanks. Bref. Juraki Mihawk pourrait très bien s'en sortir et la destination qu'il pourrait choisir après ça pourrait être Wano, car étant un sabreur il pourrait trouver son bonheur sur cette île, et étant de nouveau recherché par la marine, il pourrait trouver un asile sur cette île sur laquelle la marine, en général, ne met pas les pieds. Mais il y a aussi une possibilité qui serait moins positive pour Mihawk, car en effet celui-ci pourrait être tué par la nouvelle arme du SSG, l'invention qui vient de nous être introduite. Quoi de mieux pour nous montrer la puissance de cette invention que de nous en faire la démonstration sur des personnages puissants. Ça pourrait être intéressant de tuer Mihawk de cette manière, face à cette technologie, car outre le fait de nous montrer qu'elle est plus puissante qu'un mec qui est plus fort que Shanks, c'est-à-dire plus fort qu'un Yonko, ce rebondissement serait choquant pour nous lecteurs, car personne ne s'y attend. Ce serait clairement l'un des plus gros plot twists de l'œuvre. De plus, ce serait pertinent vis-à-vis de Zoro. Celui-ci, pendant l'ellipse, est devenu le disciple de Mihawk, donc je le vois difficilement l'affronter. Mais Zoro doit pourtant récupérer son titre de meilleur sabreur. Tuer Mihawk de cette manière, face à cette arme, pourrait donc être une aubaine pour Oda, car ça lui permettrait de libérer ce titre tout en gardant le côté légendaire de Mihawk qui n'aurait perdu contre aucun sabreur. Et Zoro pourrait devenir le meilleur sabreur juste en affrontant les grands sabreurs de son ère, c'est-à-dire Shiryu et Fujitora, sans qu'Oda ait à rajouter une intrigue dans laquelle Zoro affronterait Mihawk, une intrigue qui rallongerait le manga pour rien. Pour Jinbei, on a eu son retour il n'y a pas trop longtemps, et beaucoup de personnes pensaient qu'il allait revenir avec un membre en moins, ou quelque chose dans le genre. Il était face à Big Mom pour permettre Mugiwara de s'échapper, et il semble bizarre qu'il ait réussi à s'en sortir sain et sauf. Aucune blessure, il semblait même joyeux. Alors je vais proposer une petite théorie qui pourrait expliquer pourquoi il semble tout joyeux, alors que juste avant, il était en grande difficulté. Le Soul Pocus Son, une technique qui permet à Big Mom de prendre l'espérance de vie de sa victime. Jinbei et les pirates du soleil continuent de se battre, Big Mom arrive complètement déchaîné, et il est difficile de croire qu'ils s'en soient tous sortis sains et saufs. Jinbei n'est pas impacté par le Soul Pocus, car il n'a pas peur de la mort. Mais je pense que les pirates du soleil n'ont pas le même mental que lui, et la plupart ont été impactés. Et si c'est le cas, Jinbei ne serait pas venu avec un grand sourire à Wano Kuni. C'est là qu'interviendrait Pudding. Elle a finalement fait partie des alliés à la fin de l'arc Whole Cake.
Il se pourrait qu'elle se soit servie de son Memo-Memonomi pour modifier la mémoire de Jinbei afin qu'il ne se souvienne pas des choses terribles qui se sont passées contre Big Mom, et pour qu'il ait encore le mental de se battre à Wano Kuni aux côtés des Mugiwara. Ou alors, une théorie qui partirait encore plus loin, ce n'est pas Jinbei dans son corps, mais quelqu'un d'autre. En effet, avec le pouvoir des miroirs de brûler, elle peut faire changer l'apparence de quelqu'un. Et si ce n'était pas Jinbei dans son corps, mais un membre de la famille Charlotte? C'est peu probable à première vue car Jinbei a dit à Luffy « Comme promis, je suis revenu en vie et aucun Charlotte n'est censé connaître cette promesse », mais pourquoi pas, ce membre de la famille Charlotte aurait les souvenirs du vrai Jinbei injecté grâce au pouvoir de Pudding. Cela impliquerait qu'il y a encore un traître dans l'Alliance et que Jinbei n'est pas encore réellement à Wano Kuni. Doflamingo est enfermé à Impel Down. Au chapitre 906, on apprend que le GM a sûrement envoyé un assassin pour le faire taire, car ils ont peur qu'il parle du trésor de Marie-Joie. C'est pourquoi Magellan l'a placé dans une cellule isolée et semble monter la garde devant pour le protéger. Personnellement, j'imaginerais bien le GM envoyer Bluno, qui avec son Paramecia pourrait facilement s'introduire à Impel Down, et même dans la cellule de Doflamingo. De plus, ça ferait sens avec les autres membres du CP9 qui travaillent désormais pour les Tenryubito. Nous avions pu les voir à la rêverie, mais lui on ne l'avait pas vu. Si Bluno réussit à attaquer Doflamingo à un moment où Magellan n'est pas là, et à un moment dans lequel Doflamingo n'est pas sur le qui-vive, il pourrait le tuer, vu que c'est un assassin de l'ex-CP9. Mais si Doflamingo réussit à profiter de son fruit et de cette situation à la manière d'un Luffy avec Brûlé, en le contraignant, il pourrait très bien réussir à s'enfuir, voire même récupérer certains pirates à lui, vu qu'avec Bluno il pourrait évoluer dans une dimension inatteignable par Magellan. Crocodile, après Marineford, est parti dans le Nouveau Monde avec Das Bones. Étant un personnage réfléchi, il est difficile de croire qu'il va juste rester avec Das Bones. Il reforme sans doute un petit équipage. Mais est-ce qu'il aura vraiment un rôle? Il avait pour objectif de tuer Barbe Blanche, mais aujourd'hui il est mort. Il reste un mystère assez intriguant le concernant, qui a été teasé lors de l'arc Impel Down, quand Ivankov a dit qu'il connaissait un secret sur lui. À partir de là, il y a eu plein de théories disant qu'auparavant c'était une femme, et je pense pas que ce soit le cas, je pense plutôt que c'est lié aux révolutionnaires. À Marineford, il a eu un rôle important en sauvant Luffy 2 fois. Sur la page du chapitre 860, on le voit protéger un petit chien de la pluie avec son parapluie. On dirait que sa mentalité a changé, qu'il est devenu quelqu'un de bien. Dans le passé, il rêvait de devenir roi des pirates, et il est possible qu'il ait renoncé à ce rêve à cause de Barbe Blanche justement. Il l'aurait battu, et c'est la raison pour laquelle il voulait le tuer à Marineford. Peut-être que grâce à Luffy, en l'aidant, il pourra aller loin avec lui. On voit souvent Crocodile en train de lire les journaux, il sait ce qui se passe actuellement avec Luffy, et attend peut-être juste le bon moment pour apparaître et l'aider d'une quelconque manière. Trafalgar Law pourrait très bien mourir dans cet arc via l'opération de jouvence du Hope Openomi, mais ce n'est pas une fatalité. Il pourrait très bien, suite à cet arc, à nouveau devenir un concurrent pour Luffy, et faire ce que Sengoku lui a dit à la fin de Dressrosa. Suite à leur échange dans lequel Law raconte à Sengoku comment et pourquoi Rocinante est mort, Sengoku lui dit « Si j'étais encore un membre actif de la marine, je t'aurais d'abord jeté en tôle puis j'aurais discuté avec toi. Mais même si tu es un pirate, tu n'en restes pas moins celui qui a pu me parler de Rocinante. Si tu veux tant que ça faire quelque chose pour lui, alors tâchons tous les deux de ne pas l'oublier. Ce serait le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre. Il t'aurait sûrement dit, tu es libre maintenant. Mène ta vie comme tu l'entends. » Actuellement, il est en train de remplir la part du marché qu'il avait conclu avec Luffy, et tente de faire chuter Kaido afin de payer la dette qu'il a envers Luffy pour avoir fait tomber Doflamingo. Mais suite à cet arc, aucune promesse ne le tiendra. Il pourra pleinement faire ce qu'il désire et à nouveau être un rival pour Luffy. Il pourra chercher le One Piece et accomplir ce qu'il souhaite accomplir. Mener sa vie comme il l'entend, comme le lui a dit Sengoku. Ensuite, pour Hancock, on a récemment eu l'abolition des Shichibukai, et par conséquent, elle n'est plus en sécurité sur son île. Cela laisse supposer qu'elle et les Kuja vont devoir quitter Amazon Lily. À la Jump Festa 2019, Oda en a profité pour nous glisser quelques indices et a dit que Sabo, Vivi et Hancock devraient vivre de gros revers en 2020. Pour l'instant, en 2020, nous n'avons rien eu qui implique que Hancock est en réel danger, peut-être que cela arrivera plus tard. On sait juste que Koby se rend sur son île avec pour objectif de l'arrêter. Personnellement, j'imagine juste qu'elle va rejoindre la flotte de Luffy et devenir une alliée à part entière, étant donné qu'elle ne pourra plus aller sur son île. Elle va donc rejoindre son bien-aimé, et peut-être qu'au même titre que les Yonko, comme par exemple Big Mom qui assurait la protection de l'île des Hommes-Poissons, protection qui a finalement été passée au Mugiwara, Luffy pourrait également devenir le protecteur d'Amazon Lily. Et si on devait imaginer une issue un peu moins optimiste, la seule situation cohérente serait qu'elle se fasse capturer par le gouvernement mondial,
un gouvernement mondial qui lui rappellerait de très mauvais souvenirs, étant donné qu'auparavant, elle et ses sœurs étaient des esclaves pour les dragons célestes. Moria est allée sur l'île de Teach, Beehive, au chapitre 925, afin de retrouver Absalom, qui a malheureusement été tué. Et lors de son assaut, Teach s'adresse à lui et l'invite à se joindre à lui dans son projet. Moria semble tenir à Absalom, donc il pourrait très bien refuser et continuer son assaut. Assaut qui aurait très bien pu réussir s'il avait tout son équipage, tous ses zombies. Car s'il utilise Asgard Shadow, très peu de personnages peuvent lui tenir tête. Mais en étant en terrain ennemi, il ne peut pas utiliser pleinement ses capacités, donc il a peu de chances de survie. C'est pourquoi s'il continue d'attaquer, la seule chose qui l'attend c'est probablement la mort. Mais s'il accepte l'offre de Teach, il pourrait potentiellement venir sur Wano. D'un côté, Moria déteste Kaido plus que tout. Attaquer Kaido avec Teach pourrait donc être un plan qui lui plairait. D'un autre côté, ça arrange Teach, car les contreparties du fruit de Moria, à savoir de faire disparaître un corps sans ombre au contact du soleil, pourraient permettre à Teach et à son équipage de tuer Kaido. Qui plus est, son prénom, Gecko, peut être traduit en japonais par clair de lune. Cet élément peut sembler banal, mais à travers lui, nous avons un lien direct avec cet arc de Wano qui utilise beaucoup la lune. Que ce soit à travers Toki Amazuki dont le nom signifie lune céleste, à travers les caractères du clan Kozuki en chinois qui signifie aussi clair de lune, à travers les Minks qui peuvent utiliser leur sulong qu'en fonction de la lune, à travers le symbole de croissant de lune qu'ont les rebelles, ou encore à travers l'attaque sur Onigashima qui a été choisie en fonction de la lune. Pour Teach, on ne peut qu'imaginer qu'il va gagner en puissance jusqu'à la fin de l'œuvre pour le combat final contre Luffy. On sait juste qu'actuellement, il compte se rendre à Marie-Joise pour récupérer quelque chose. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un fruit du démon, notamment le Mera Mera no Mi, sachant qu'il a vu dans les journaux que Sabo est en difficulté, ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Dans tous les cas, pour le moment, on ne va pas le voir apparaître, je pense. Et il fera une apparition inattendue à la fin de l'arc, comme il l'a fait à Marineford. Avec pourquoi pas un nouvel allié qui serait Moria, et avec son fruit du démon vraiment puissant, ils auraient des zombies avec eux. Ça peut partir loin encore une fois, mais on sait que Teach semble avoir un lien indirect avec Roxdy Chebek, notamment par le nom de son navire qui est le sabre de Chebek. Et peut-être qu'on aurait un retour de Chebek, du moins un retour de son corps grâce au pouvoir de Moria. Il l'a déjà fait avec un autre Rox, il s'agit du capitaine John. Il l'a aussi fait avec un autre personnage important, Ryuma. Même s'il avait la personnalité de Brook, il a gardé son ancienne âme de samouraï et a su reconnaître le talent de son adversaire. Ainsi, en imaginant qu'il fasse revivre Chebek, il n'aura pas sa propre personnalité, mais il est possible qu'il garde une partie de son âme et ça pourrait être très intéressant pour l'histoire. Ça ajouterait d'ailleurs un intérêt pour l'introduction d'un tel personnage. Dans tous les cas, Teach nous prépare sans doute quelque chose de très impactant pour la suite de l'œuvre, car il sera un des antagonistes finaux de l'œuvre, si ce n'est l'antagoniste final. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Je tenais à vous remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout avant de conclure, mais aussi remercier ceux qui ont participé à cette vidéo directement ou indirectement. J'avais d'ailleurs fait un live la semaine dernière où je faisais la miniature de cette vidéo et je remercie ceux qui y ont participé. N'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch, le lien est en description. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker et à la partager pour soutenir. Je remercie d'ailleurs par avance ceux qui partageront la vidéo. Et juste avant de conclure, je vous laisse une petite présentation de la chaîne de Netaku. N'hésitez pas à aller le follow, son travail est vraiment de qualité. Son lien et celui de Mush et de Renoa sont en description. Yomina, c'est Nate, et comment je pourrais me définir? Je suis tout simplement le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Qu'est-ce que j'y fous sur ma chaîne? Des présentations de manga, d'anime, de mangaka, etc., etc. Je fais aussi un petit peu de Smash Bros parce que j'adore ce jeu. Qu'est-ce que tu vas faire? Je fais ce que je veux. Il y a aussi des vlogs. Bref, en tout cas, il y a plein de projets en préparation. Tout ce que je fais sur ma chaîne, je kiffe à fond. C'est le plus important. Venez partager ça avec moi. Vous êtes les bienvenus. Salabada. Voilà, cette vidéo est vraiment terminée, n'hésitez pas à aller follow ma chaîne Twitch, on y fait des réactions live et des fois, comme la semaine dernière, je fais mes miniatures en stream, du coup vous participerez indirectement aux vidéos et ça c'est cool. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter pour me dire si ce format ou si les idées vous ont plu, à la partager pour soutenir parce qu'elle m'a vraiment pris du temps, et moi je n'ai plus qu'à vous dire, ciao la team.